Depuis plus de 2 siècles, Marie-Antoinette exerce un charme puissant auprès des foules. Ses innombrables fidèles et ses biographes veulent connaître les moindres détails de cette vie brisée par le couperet de la guillotine. La relation de la reine avec le comte de Fersen, un aristocrate suédois au service de la France, provoque encore de vives controverses. Les uns voudraient avoir la preuve qu'elle a vécu un véritable roman d'amour, mais d'autres demeurent les défenseurs inconditionnels d'une souveraine incapable d'avoir manqué à ses devoirs d'épouse. Marie-Antoinette a-t-elle entretenu une liaison avec Axel de Fersen? Telle est la question qu'on répète inlassablement. La clé de l'énigme se trouve peut-être dans la correspondance qu'ils ont échangée pendant la Révolution, depuis la fuite de Varennes jusqu'à la chute de la monarchie. De nombreuses ratures sur ces lettres ont excité la curiosité des historiens. Mais malgré plusieurs tentatives de déchiffrement, les passages caviardés sont restés illisibles. A-t-on voulu jeter un voile pudique sur une déchirante histoire d'amour ? Aujourd'hui, une équipe scientifique s'apprête à passer au scanner ces papiers conservés comme un trésor aux archives nationales. La science va-t-elle percer le mystère des amours de la reine qui a bouleversé plusieurs générations de ses fidèles ? Installée au cœur de la Cité de la Musique à Paris, l'équipe scientifique du Centre de recherche sur la conservation soumet depuis plusieurs mois les précieuses lettres à un scanner de dernière génération. Les faisceaux se concentrent sur les écrits raturés, plongent au cœur de la matière, révèlent la composition chimique des encres employées grâce à un phénomène de fluorescence provoqué par des rayons X. Et on fait la lettre 118 du 26 septembre 1791. Ouais, tu me dis. Et on va commencer par la première ligne. Un peu plus à droite. Patiemment, méticuleusement, l'équipe scientifique cartographie chaque caviardage, perfectionne les méthodes et réussit ce qui semblait jusqu'alors impossible. Voilà. Le résultat est stupéfiant. Voilà, je vais finir, non pas sans vous dire, mon cher et bien tendre ami, que je vous aime à la folie et que jamais, jamais je ne peux être un moment sans vous adorer. Je vais finir non pas sans vous dire, mon cher et bien tendre ami, que je vous aime à la folie et que jamais, jamais je ne peux être un moment sans vous adorer. Alors qu'est-ce qu'on appelle un caviardage? C'est pas une simple rature. C'est-à-dire que quand on écrit, on peut avoir ce qu'on appelle un repentir d'écriture. On écrit quelques mots et puis on les raye rageusement et on passe à autre chose. Ce caviardage, il est extrêmement sophistiqué. C'est un ensemble de boucles serrées les unes contre les autres. Et puis en plus, on rajoute des caractères, notamment des lettres dont les traits montent au-dessus et en dessous de la ligne, des P, des T, des L. On rajoute des points pour en quelque sorte tromper quelqu'un qui voudrait lire en dessous des lignes. Ok, ça c'est le début du caviardage. Il y a combien de lignes là? Je pense que tu l'as déjà, si on Oui. pourra définir la ligne après. Je me mets en haut? Ouais, en haut à la gauche, première commence. ligne. Ok. Et puis je pense qu'on va pouvoir définir sur cette zone-là. Tu penses pas qu'on devrait la remettre un peu plus horizontale? Et je vais finir non pas sans vous dire, mon cher et bien tendre ami, que je vous aime à la folie et que jamais, jamais je ne peux être un moment sans vous adorer.
c'est dans le château de Löfstadt, au sud de Stockholm, que le comte Axel de Fersen a passé une partie de son adolescence. Héritier de la plus puissante famille aristocratique suédoise, très liée à la dynastie régnante, il achève en 1774 ce que l'on appelle le Grand Tour à travers l'Europe pour parfaire son éducation. Ce jeune homme de 19 ans fait vive impression à la cour de Versailles lorsqu'il y est présenté. Un soir, au bal de l'opéra, où les femmes sont masquées et cachées sous un domino noir, l'une d'elles s'avance vers lui et la conversation s'engage. Fersen comprend bientôt que c'est la dauphine Marie-Antoinette qui lui a parlé. Ce fut leur première rencontre. Ni l'un ni l'autre ne devait l'oublier. Quelques mois plus tard, Louis XVI, tout juste âgé de 20 ans, succéda à Louis XV. Marie-Antoinette devenait reine. Fersen partit pour Londres avant de regagner la Suède. Il reviendra en France 4 ans plus tard. En 1778, au cours de l'été, arrive à la cour un jeune homme très beau, très séduisant, qui est présenté à la famille royale, et la reine le reconnaît et lui dit « Ah, mais c'est une ancienne connaissance !» Fersen, à cette époque, souhaite mettre son épée au service de Louis XVI. Il cherche un emploi militaire. Son père, d'ailleurs, avait déjà servi dans l'armée française. Au début de la guerre d'indépendance des États-Unis, Fersen s'engage dans le corps expéditionnaire français partant pour l'Amérique. Lorsque Fersen quitte Versailles, on a une lettre de l'ambassadeur de Suède à Paris qui explique au roi de Suède qu'il a vu la reine avoir des larmes plein les yeux au moment où elle pensait que Fersen allait partir. Et lorsqu'il revient en France, il retourne aussitôt auprès de la reine et il écrit à sa propre sœur, qui est, elle, en Suède, il lui dit « Je ne peux pas vous dire pourquoi je suis le plus heureux des hommes. J'ai pris mon parti. Je ne veux jamais former le lien conjugal. Il est contre nature. Je ne puis être la seule personne à qui je voudrais être. La seule qui m'aime véritablement. Ainsi, je ne veux être à personne. » Les sentiments de la reine n'ont pas été émoussés par une séparation de plus de 3 ans. Peu après son retour d'Amérique, Fersen obtient le régiment royal suédois qui lui permet de rester en France. Dès lors, il se partage entre ses obligations militaires et Versailles. L'amour que Marie-Antoinette et Fersen éprouvent l'un pour l'autre épanouit la reine. Ils se voient discrètement le plus souvent possible. La vie privée de la reine, elle se passe dans d'autres espaces, évidemment, qu'ici nous sommes dans ces espaces publics, ces espaces de représentation. Ces espaces ne sont pas très loin, puisqu'on aperçoit à gauche du lit la petite porte qui donne vers les cabinets intérieurs. La vie privée de la reine se tenait davantage dans ces petits cabinets, se tenait surtout à Trianon, se tenait aussi dans ses promenades, ses excursions, à Paris quelquefois. Au château de Versailles, plusieurs escaliers secrets, connus du seul service personnel de la reine, permettent de pénétrer dans ces petits appartements. Marie-Antoinette pouvait ainsi recevoir qui elle voulait à l'insu des courtisans, toujours aux aguets. Donc on est au 2e étage. Et alors ce qui est amusant avec la partie où nous sommes, c'est qu'on les appelle maintenant, après une période de tabou, où on n'osait pas trop le faire, maintenant tout le monde dit les pièces Fersen, parce qu'on pense que c'est là que non seulement Fersen rendait visite à la reine, mais peut-être habitait tout simplement. Donc il y a cette idée d'un appartement auquel il avait droit juste à côté de la reine. Alors, ce sont 2 malheureuses petites pièces, mais à Versailles, 2 petites pièces comme ça, c'est beaucoup. Beaucoup de courtisans très importants ont de minuscules espaces. Et là, on est juste à côté de son appartement privé, et donc on est au cœur du système. Fersen pouvait sans doute entrer ici presque sans que personne le voie. Je pense qu'on ne peut jamais dire personne à Versailles. Quand on dit la reine, c'est pas une personne, c'est un petit groupe. Il y a toujours quelqu'un, la reine ne peut pratiquement pas bouger toute seule.
Alors ici, elle ressemblait davantage à une femme normale. Et puis, il y a cette chose complètement extravagante de penser qu'elle recevait un homme dont elle était éperdument amoureuse et que voilà, ça a pu se passer de façon relativement discrète, sans jamais éclater au grand jour. Au Petit Trianon, où elle échappe aux pesanteurs du cérémonial, Marie-Antoinette a créé le décor idéal dont elle rêvait. 3 ou 4 fois par semaine, elle retrouve Fersen dans ce domaine. Ces fugitifs instants de bonheur sont comptés. Dehors, les troubles qui secouent le royaume inquiètent la reine. Au printemps de 1789, pour résoudre la crise générale qui secoue le royaume, le roi réunit l'Assemblée des États généraux qui se proclame alors Assemblée nationale constituante. Pour les députés, il s'agit de transformer la monarchie absolue en monarchie constitutionnelle. C'est un véritable séisme pour le couple royal. Soutenu par la reine, Louis XVI réunit des troupes autour de Paris afin de dissoudre l'Assemblée. Mais Paris se soulève. Les troupes refusent d'obéir. La Bastille est prise, la foule déterminée réclame la tête de la reine. Tout l'été de 1789 est un été très angoissant pour Marie-Antoinette et le 5 octobre, il y a une marche des femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes, sur Versailles. On vient réclamer du pain au roi. Ce que l'on veut, c'est avoir le roi à Paris pour éviter qu'il ne soit à la tête d'une contre-révolution. Marie-Antoinette voit ses gardes du corps qui sont décapités au couteau ou à l'épée. Elle-même a été poursuivie dans ses appartements. Elle a la haine de la Révolution, une haine qui se comprend, mais elle est aussi une femme haïe. La haine des uns a créé la haine de l'autre. Le 6 octobre, sous la pression de l'émeute, Louis XVI est contraint de quitter Versailles. Les têtes des gardes du corps brandis sur des piques ouvrent la marche. Entassée dans un carrosse, la famille royale avance lentement sous les injures et les menaces d'une foule déchaînée. Elle emménagera le soir même à Paris, dans le seul petit logement habitable du Palais des Tuileries, ancienne résidence royale abandonnée depuis plusieurs décennies. Traumatisés par cette violence, le roi et la reine se sentent prisonniers du peuple parisien. La plupart de leurs amis les ont abandonnés. Fersen s'installe à Paris. Il est plus que jamais présent aux côtés de Marie-Antoinette. Les députés sont extrêmement optimistes. Le seul qui n'est pas optimiste, qui comprend qu'il s'est mis dans une sorte de nasse, c'est le roi. Le roi, petit à petit, va prendre conscience que cette révolution lui a échappé. Son but va être de reprendre le contrôle de la révolution, une révolution qui aurait dérapé, et de revenir à ce qu'il avait esquissé par son discours du 23 juin 1789, c'est-à-dire une révolution contrôlée par le roi, une révolution royale. Lui, c'est un monarque, il a été sacré à Reims, c'est un monarque de droit divin qui est le lieutenant de Dieu sur la terre, et l'idée d'une monarchie constitutionnelle qui lui ôte l'essentiel de son pouvoir, il ne l'admet pas. Les mois s'écoulent, le roi et la reine tentent de sortir de leur isolement. Un simulacre de vie de cour se met en place. Les députés, installés eux aussi à Paris, poursuivent l'élaboration de la Constitution qui prive le roi de l'essentiel de ses pouvoirs. La reine ne voit de salut que dans la fuite hors de Paris pour se rendre dans une place forte, où Louis XVI pourrait rétablir son autorité avec l'aide de régiments fidèles et surtout imposer la Constitution de son choix. C'est la raison pour laquelle il est décidé à partir du mois de février-mars 1791 d'organiser l'évasion de la famille royale pour aller à Montmédy, là où il y a des troupes fidèles, parce qu'il y a une partie des troupes qui sont aussi devenues révolutionnaires, ne l'oublions pas, et Fersen est dans le secret et il organise avec la reine l'évasion de la famille royale. Tout ce monde-là parvient à sortir du palais des Tuileries, qui était pourtant quand même assez surveillé. Fersen voulait accompagner le roi et les siens jusqu'au bout. Simplement, le roi n'a pas voulu. Il a refusé que Fersen
aille plus loin. 23 juin. Tout est perdu, mon cher père. Et je suis au désespoir. Le roi a été arrêté à Varennes, à 16 lieues de la frontière. Jugez de ma douleur et plaignez-moi. Je n'ai que le temps de vous assurer de mon respect et de mon amour. Le roi et la reine sont ramenés aux Tuileries, où ils vont être claquemurés, être vraiment réduits au silence. Le roi va être suspendu de ses fonctions le temps que l'Assemblée décide quoi faire. Parce que le roi a vraiment été pris en flagrant délit de trahison, on peut le dire. C'est une résidence surveillée. Ils ne peuvent pas du tout aller et venir comme ils le souhaitent. La correspondance est surveillée, on intercepte les courriers. Il y a beaucoup de leur entourage, s'ils n'avaient pas déjà immigré, qui continuent à partir. Donc ils se retrouvent assez isolés dans leur château, avec tout autour donc cette foule parisienne qui vient dans les jardins et qui vient crier jusque sous leurs fenêtres. Après le dramatique retour de Varennes, Marie-Antoinette s'empresse de rassurer Fersen, de lui exprimer son amour et de lui faire part des conditions de vie imposées à la famille royale. Fersen, réfugié à Bruxelles, est prêt à intervenir auprès des grandes puissances en faveur du roi et de la reine. C'est le début de leur correspondance secrète, amoureuse et politique qui a passionné les biographes de la reine pendant plus d'un siècle. 29 juin 1791. J'existe, mon bien-aimé, et c'est pour vous adorer. Que j'ai été inquiète de vous. Ne m'écrivez pas, ce serait nous exposer. Et surtout, ne revenez pas ici, sous aucun prétexte. On sait que c'est vous qui nous avez sortis d'ici. Tout serait perdu si vous paraissiez. Après l'échec de la fuite à Varennes, la situation de Fersen est extrêmement compliquée. Il ne peut plus revenir en France parce qu'on sait qu'il a favorisé la fuite du roi, donc on pourrait dire que c'est une personne recherchée. Nous sommes gardés à vue jour et nuit. Cela m'est égal, vous n'êtes pas ici. Soyez tranquille, il ne m'arrivera rien. L'Assemblée veut nous traiter avec douceur. Adieu, le plus aimé des hommes. Je ne pourrai plus vous écrire, mais rien dans le monde ne peut m'empêcher de vous adorer jusqu'à la mort. Ils vont s'envoyer la correspondance, donc soit par la poste, soit par des messagers. Par exemple, il y a le baron de Gogla, qui est un aide de camp de Louis XVI, qui sera spécialement chargé de cette correspondance. Ils s'échangent aussi par d'autres moyens. Par exemple, il s'envoie des paquets de journaux. Elle va recevoir le journal du Brabant et dedans, soit il peut y avoir des lettres écrites à l'encre sympathique, donc blanche. Enfin, il y a un texte tout à fait anodin et puis entre les lignes, il y a un texte beaucoup plus confidentiel. Ils vont s'envoyer des cadeaux comme des boîtes avec des gants ou des biscottes, avec un double fond, des boîtes avec un double fond dans lequel on met la correspondance. Tous les trucs pour écrire en secret, elle les connaissait. Fersen les connaissait aussi, et c'est pour ça que leur correspondance clandestine a si bien marché de 1789 jusqu'en 1792. Ils n'ont vraisemblablement jamais été surpris. Écrivez-moi en chiffres par la poste, à l'adresse de Madame Brown dans une enveloppe double pour Monsieur de Gougin. Envoyez les lettres par votre valet de chambre. Mandez-moi à qui je dois adresser celles que je pourrais vous écrire, car je ne peux vivre sans cela. Une partie de la correspondance entre Marie-Antoinette et Fersen est chiffrée. C'est un chiffre qu'a mis en place Fersen au moment de la fuite à Varennes et qui est un chiffre assez sophistiqué. D'ailleurs, c'est un peu compliqué pour Marie-Antoinette de l'utiliser. Il faut bien se rendre compte que dans la situation où elle est surveillée en permanence, à la lumière de bougies, elle fait ça la nuit. En 2008, des mathématiciens se sont penchés sur ces lettres codées et ont procédé méthodiquement à leur déchiffrement. Grâce à leurs travaux, de nouveaux passages ainsi qu'une nouvelle lettre ont été révélés. La technique utilisée par Marie-Antoinette pour communiquer avec Fersen, c'est une technique de cryptographie qui s'appelle une substitution polyalphabétique. En pratique, ça utilise deux clés secrètes. Donc il y a deux secrets. Il y a d'une part un grand secret, une grande table, et d'autre part un mot-clé, un petit mot, qui change à chaque message qui est envoyé. Comment Marie-Antoinette et le comte de Fersen faisaient pour crypter leurs lettres? Prenons l'exemple du codage des mots « Nous vous adressons ». Il faut une table de chiffrement et un mot-clé secret qui sont connus par l'expéditeur et le destinataire.
Ici, le mot-clé est « depuis ». Sous « Nous vous adressons », on inscrit le mot « depuis ». Ainsi, le N est en face du D, le O en face du E, le U en face du P, et ainsi de suite. Maintenant, on peut coder à l'aide de la table de chiffrement. À chaque lettre du mot-clé dans la colonne de gauche est associée une série de couples de lettres. Le D de « depuis » face à la lettre N donne le couple NR. La lettre N est transformée en R. Avec E de « depuis », la lettre O est associée à la lettre R, et ainsi de suite. Le texte qui sera expédié sera: Quand Axel de Fersen reçoit la lettre chiffrée, il écrit à nouveau le mot-clé sous le texte chiffré et en utilisant la table de chiffrement, il obtient le texte clair. En fait, on ne sait pas comment était choisi le mot-clé et aussi comment il était transmis entre Marie-Antoinette et Axel de Fersen. On a vu la piste pendant un moment qu'ils avaient tous les deux le même exemplaire de Paul et Virginie, parce qu'en haut des lettres, il y a des numéros. Donc ça aurait pu être la page et puis l'ordre du mot dans la page. Donc en fait, on a étudié des exemplaires de Paul et Virginie de l'époque et on n'a rien trouvé. Adieu. Je suis fatiguée à force d'écriture. Jamais je n'ai fait tel métier et je crains toujours d'oublier ou de mettre quelques bêtises. Marie-Antoinette, elle passait son temps à écrire, pas simplement à Fersen, mais elle va aussi écrire à la princesse de Lamballe pour la faire revenir. Elle a écrit quelquefois à la duchesse de Polignac. Et elle passe son temps à lire des mémoires politiques, et à en faire des synthèses et à les retranscrire pour Fersen. Donc elle passe beaucoup de temps en écriture. Marie-Antoinette et Fersen se servaient aussi de procédés chimiques ou de jus de citron pour dissimuler ce qui devait rester secret. Le texte se révélait simplement en passant le courrier au-dessus d'une flamme. Les lettres de Marie-Antoinette qui avaient été publiées dans divers ouvrages donnaient un texte clair et par moments il y avait 3 petits points, c'est-à-dire qu'il y avait du texte manquant. Le fait de redéchiffrer toutes ces lettres a permis de compléter ces trous dans le texte et on a obtenu principalement les marques d'amour ou d'affection donc de Marie-Antoinette envers Axel de Fersen. Le déchiffrement n'a pas donné d'indication sur la partie, je dirais, politique. Il faut céder à l'orage. Je désire que vous n'alliez pas à Vienne, que vous restiez auprès du roi de Suède et qu'en tout vous paraissiez le moins possible. Dans tout ceci, croyez, mon tendre ami, que moi qui voudrais tout vous devoir, j'ai de fortes raisons pour vous faire cette prière. Notre bonheur en dépend, car il n'y en aurait plus si nous étions séparés à jamais. Adieu. Plaignez-moi, aimez-moi, et surtout ne me jugez dans tout ce que vous me verrez faire qu'après m'avoir entendu. Je mourrais si j'étais un moment désapprouvé par l'être que j'adore et que jamais je ne cesserai d'adorer. Il reste maintenant à découvrir ce que cachent les caviardages, ces boucles et ratures sophistiquées qui dissimulèrent minutieusement des mots écrits il y a plus de 200 ans. Ligne par ligne, couche par couche, le scanner cartographie avec la précision du 10e de millimètre les éléments chimiques présents dans les différentes encres. Après des heures d'acquisition et d'analyse des données, les mots, les phrases apparaissent enfin. Vous que j'aime et aimerai jusqu'à mon dernier soupir. Il aura fallu une année d'un travail minutieux à l'équipe scientifique soutenue par la Fondation des sciences du patrimoine pour venir à bout de 15 lettres et de leur passage caviardé. Bah là, par exemple, sur la petite zone, on n'en voit pas. Sur le fer. C'est la seule lettre où il y a les particules? Où elle se voit autant et où elle gêne autant, oui. Ouais. La ligne, Oui, t'arrives à lire ou t'arrives pas à lire, en fait? Ça, faut que je le refasse. Ça, faut que je le teste. Je
je sais plus. Là, ce qu'on disait, c'est la fin du mot de la, je crois, ouais, c'est ça. C'est quand même nettement mieux là que... C'est quand même mieux, quoi. Ouais. Ouais. Notre problématique sur ces lettres était de réussir à dissocier l'encre initialement inscrite sur le courrier de celle qui avait ensuite cherché à la cacher en faisant de petites boucles. Les deux encres là ont été analysées. Ce sont des encres métallogalliques, donc, qui sont faites avec de l'extrait de noix de Galles et du sulfate de fer, entre autres. Donc ça comporte différents métaux. L'idée, c'est d'espérer que la composition des deux encres, du point de vue métallique, va être différente pour qu'on puisse séparer les deux écritures en imageant les éléments qui sont présents dans les deux encres. De temps en temps, ça peut se faire directement, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une encre, celle du dessous, qui a un élément que l'autre n'a pas du tout. Donc, dans ce cas-là, on peut lire directement, après quand même de nombreuses heures d'analyse. Malheureusement, pour quelques lettres, les compositions sont très similaires, à se demander même si le caviardage n'est pas fait avec la même encre que celle initialement utilisée. Et là, on n'arrive pas à distinguer les deux écritures. On parle de matériaux qui ne sont pas du tout modernes, industriels, c'est un peu artisanal. Quand on vient d'agiter le flacon d'encre et qu'on trempe la plume dedans, et la fois d'après on retrempe la plume dedans et que le pot d'encre a un peu décanté, ben, la composition ne va pas être exactement la même. Je crois que je me suis arrêtée ici à Horrible et j'arrivais pas à lire la suite de Horrible et je bug. Sanction, c'est le mieux que j'ai trouvé, mais je suis toujours pas sûr. Mais... C'est pas situation, ça pour... Non, ah non, c'est avec le nombre de lettres qui... Tu vois, on retrouve pas, voilà, il n'y a qu'un T. Donc le roi de Suède m'a voulu donner la place de grand quelque chose et un régiment d'hussards. Le roi de Suède m'a voulu donner la place de grand et un régiment d'hussards. Donc ce que j'ai fait là sur cette zone-là, j'y suis revenu, voilà. Donc j'ai refait une carto de cette zone-là en particulier avec une super résolution à 50 microns. Mais du coup, tu sais le nombre de lettres. Oui. Et il faut regarder dans les titres, qu'est-ce qui peut commencer par un L, H ou C ou je sais pas quoi. Exactement. Mais donc du coup, c'est un titre... Sûrement un titre militaire ou quelque chose comme ça, je sais pas. Le roi de Suède m'a voulu donner la place de grand maître et un régiment d'hussards. C'est un vrai travail interdisciplinaire, c'est-à-dire que nous, on développe et on fait ce qu'on peut d'un point de vue du traitement de l'image, mais après, derrière, il y a tout un échange qu'on fait avec Isabelle Aristide aux Archives nationales. Il y a quand même des doutes sur un certain nombre de passages. La lecture n'est pas si évidente que ça. Et donc de faire des allers-retours avec elle sur leur connaissance historique, sur le contexte, sur tout ce que nous, on ne maîtrise pas, ça apporte énormément, évidemment, à notre travail et ça nous permet de le valider ou de ne pas le valider, ou d'aller plus loin, ou d'apporter des corrections. Quand on lit des passages qui sont particulièrement difficiles, parce que les deux encres étaient très proches, donc le grattage informatique fait qu'il ne reste que des bribes de caractères, il faut faire attention à ne pas se laisser emporter par une idée qu'on pourrait avoir et mettre un mot pour un autre. Et quelquefois, sur les heures que j'ai passées à lire ces passages, j'ai pris du temps, je me suis arrêtée. J'ai dit, est-ce que c'est bien ça qu'on lit? Est-ce que ce ne serait pas plutôt autre chose? Est-ce que je ne me trompe pas et que je vais donner une image fausse et erronée de cette relation? Après le retour de Varennes, le sort du roi n'est pas encore fixé. L'Assemblée l'a suspendu de ses pouvoirs. La famille royale est toujours étroitement surveillée aux Tuileries. Secrètement conseillée par Barnave, un jeune député modéré, Marie-Antoinette comprend que le roi est obligé de ratifier la Constitution pour retrouver la liberté et sauver la monarchie. Cependant, elle trompe Barnave en lui laissant croire que Louis XVI acceptera de bonne foi cette Constitution. Fersen ne comprend pas, parce que pour Fersen, accepter la Constitution, c'est se mettre du côté des factieux et du côté des enragés, comme il dit. Et il y a une incompréhension entre Marie-Antoinette et Fersen, parce qu'ils sont éloignés l'un de l'autre. Fersen ne se rend pas compte que le roi et la reine sont obligés de ratifier la Constitution. C'est pour eux la survie et la survie de la monarchie. La mort dans l'âme, Louis XVI prête serment à la Constitution le 13 septembre 1791. Des fêtes grandioses célèbrent la monarchie constitutionnelle. Mais la Révolution est loin d'être terminée.
le roi et la reine retrouvent une relative liberté et poursuivent une suicidaire politique de double jeu. Nous voici dans une nouvelle position depuis l'acceptation de la Constitution. La refuser aurait été plus noble, mais cela était impossible dans les circonstances où nous sommes. C'est le malheur de n'être entouré que de scélérats. 10 octobre. Que je vous plains d'avoir été forcé de sanctionner la Constitution. Mais je sens votre opposition. Elle est affreuse et il n'y avait pas d'autre parti. Comptez-vous vous mettre sincèrement dans la Révolution? Et croyez-vous qu'il n'y a aucun autre moyen? Voulez-vous être aidé ou voulez-vous qu'on cesse toute négociation avec les cours? Avez-vous un plan? Et quel est-il? Qu'allons-nous devenir, ma tendre amie? Songeons-y. Sans vous, il n'est point de bonheur. Pour moi, l'univers n'est rien sans vous. Vous voir, vous adorer et vous consoler, c'est tout ce que je désire. Adieu, ma tendre et bonne amie. Jamais je ne cesserai de vous adorer. Là, on sait que c'est un D. Et quand on regarde, oui, effectivement, c'est un D, alors que là, c'est pas un L, parce que ça n'a pas l'air d'être confirmé par la carte. La bonne et tendre amie. Jamais je ne cesserai de vous adorer. Alors, adorer. Oui, mais alors là, je ne sais pas où vous le voyez. Alors, je suis d'accord avec moi. J'ai déjà passé plusieurs heures dessus. Donc, je me repère avec les points sur les i qui semblent bien être de la ligne inférieure, qui n'ont pas été rajoutés à cet endroit-là. Il n'y a pas, a priori pas de points rajoutés. Et alors, par exemple, on voit la boucle du D, là, le premier mot, deuxième lettre. Alors on se pose la question, est-ce que c'est de l'écriture d'en dessous ou d'écriture du dessus? Voilà. Alors vous avez un mot en après, 1, 2, 3, 4, 5 lettres avec D, I. Bon, alors après, adieu, et puis on vérifie que c'est... adieu. Voilà. Si, ce adieu, là, en plus, le U, on le voit. Le adieu, ça, c'est le mot de la ligne. Et puis le dernier, au début, je croyais que c'était adieu, mais c'est pas ça, c'est adorer. Oui, alors maintenant, vous avez dit adorer, oui, je le vois. Voilà, mais ça, c'est le problème. Mais on voit bien que sur adorer, il a, en fait, sur l'encre de recouvrement, il a écrit un T. Donc il faut, dans sa tête, faire abstraction de cette ligne verticale. Mais dans un premier déchiffrement, on se pose la question si c'est pas le T de la ligne inférieure. Ma chère et tendre amie, mon Dieu, qu'il est cruel d'être si près de ne pouvoir se voir, pour vous dire combien nous nous aimons, que je ne vis et n'existe que pour vous aimer, vous adorer, que ma seule consolation est l'espoir de vous revoir. On découvre dans ces passages qui sont décaviardés l'amour qui unit réellement Fersen et Marie-Antoinette. On avait juste 1 ou 2 billets de la reine, mais on n'avait rien de Fersen directement. Et là, pour la première fois, on a des lettres d'amour de Fersen à la reine. Louis XVI inspire une profonde méfiance aux députés de l'Assemblée législative. Ils sont persuadés que le roi soutient la contre-révolution à l'intérieur du royaume et à l'étranger où sont réfugiés des aristocrates émigrés. 5 décembre. Je sens parfaitement toute l'horreur de votre opposition. Mais jamais elle ne changera sans un secours étranger, et par l'excès du mal seul. Le mal actuel fera place à un autre, mais vous serez toujours malheureux, et le royaume tombera en dissolution. Jamais vous ne gagnerez les factieux. Ils accoutument le peuple à ne plus vous respecter et à ne plus vous aimer. Marie-Antoinette va prendre les commandes de la politique étrangère clandestine de Louis XVI. Dans cette optique-là, Fersen joue un rôle extrêmement important puisqu'il est réfugié à Bruxelles. Il correspond beaucoup avec Marie-Antoinette et il sert un petit peu d'ambassadeur de la reine. 9 décembre 1791. Je pense comme vous que le mal seul ne peut pas opérer le bien. Mais c'est pour cela qu'il faut une force étrangère et extérieure. L'évêque doit vous avoir déjà dit l'inconvénient qu'il y a en m'écrivant. Aujourd'hui encore, Monsieur de la Porte, qui porte tout au roi, lui avait donné votre paquet. Le roi a de l'eau pour faire sortir l'écriture. Par bonheur, il n'a pas eu le temps, et je me suis emparée du papier. Ainsi, mon cher ami, pour le bonheur de tous trois, prenez garde à ce que vous écrirez, surtout quand il y a des affaires. Adieu, mon bien-aimé. Marie-Antoinette veut rester extrêmement discrète sur sa liaison par rapport au roi, mais elle veut aussi que le roi ne souffre pas et que le roi soit le mieux possible dans sa vie d'époux et de roi. Ce n'est pas un trio banal. Il serait bien nécessaire que je vous vît.
Mon Dieu, que j'en serais heureux. J'en mourrais de plaisir. Cela se pourrait même. Je partirais d'ici seul, avec le même officier qui vous porta ma lettre au mois de juillet. Le prétexte serait d'aller voir un gentilhomme du pays qui a gardé mes chevaux de selle tout l'été. J'arriverai le soir, je crois, chez vous. Et j'y resterai, si cela se peut, jusqu'au lendemain au soir. Et je repartirai alors. Cela me paraît faisable. Ce serait dans le courant de décembre. Alors il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette lettre, c'est que l'on apprend que Fersen avait sans doute l'habitude de venir voir la reine dans ses appartements, car il lui dit avec beaucoup de naturel qu'il passera chez elle un soir et qu'il y restera jusqu'au lendemain soir, ce qui prouve que c'est pas la première fois qu'il va passer la journée et la nuit avec elle. Il est absolument impossible que vous veniez ici dans ce moment. Ce serait risquer notre bonheur. Et quand je le dis, on peut m'en croire, car j'ai un extrême désir de vous voir. Quelquefois, je ne m'entends pas moi-même, et je suis obligée de réfléchir pour voir si c'est bien moi qui parle. Mais que voulez-vous? Comment va votre santé? Je parie que vous ne vous soignez pas, et vous avez tort. Car vous savez que vous n'en êtes plus le maître, et que toute votre personne est tellement liée à mon existence que vous devez bien vous en occuper. Je n'ai pas un moment à moi, entre les personnes qu'il faut voir, les écritures et le temps que je suis avec mes enfants. Cette dernière occupation, qui n'est pas la moindre, fait mon seul bonheur loin de vous. Et quand je suis bien triste, je prends mon petit garçon dans mes bras. Je l'embrasse de tout mon cœur, et cela me console dans ce moment. Adieu. Adieu encore une fois. Dans le contexte, comment est votre santé, quelque chose comme ça. Je parie que vous ne vous soignez pas et vous avez tort. Donc ensuite, ce qui est caviardé, car vous savez que vous n'en êtes plus le maître et que toute votre personne est tellement liée à mon existence que vous devez bien vous en occuper. Ah bah ça c'est vraiment non, ça c'est très important parce que c'est ce qu'il y a de plus personnel. Et j'étais persuadée que c'était dans cette lettre-là qu'on trouverait des choses. Et là vraiment, toute mon existence est liée à la vôtre. C'est quand même très fort. Il y a quand même une charge émotionnelle importante. Évidemment, c'est pas le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui. Il n'y a aucun mot cru, il n'y a pas de mot direct, il n'y a pas de situation décrite. De toute façon, on ne trouvera rien de plus sur le plan, disons, érotique, étant donné qu'on est là dans des lettres d'aristocrates. Une reine et un aristocrate. On n'est pas dans une correspondance libertine. Oui. C'est pas du tout la même chose de toute façon. Oui, ce sont des Parce gens qu'on est au XVIIIe siècle, mais on ne parlera jamais de sexe dans ces lettres. Et comme vous l'avez dit, il y a quand même une certaine retenue entre les deux. De toute façon. Pour Fersen, Marie-Antoinette est une amie sur un piédestal, c'est la reine, elle est parfaite, et elle aussi, elle va dire, vous êtes parfait, donc... Absolument. C'est un beau travail. On reste... Ah oui, c'est un très beau travail, magnifique. Il reste quelques frustrations, des mystères encore, mais on a quand même des avancées très sérieuses par rapport au point de départ. On savait quand même qu'il y avait eu entre eux une histoire vraisemblablement amoureuse, mais on n'en avait pas la preuve. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec le décaviardage qui est intervenu, on a enfin la clé de cet amour, qui a été évidemment caché, car la reine n'avait pas le droit d'aimer. Il est interdit à une reine d'aimer un homme qui ne soit pas son mari. On peut se poser la question de savoir qui a pu caviarder ces lettres. Il y a deux hypothèses. Au XIXe siècle, un de ses descendants, le baron de Klikowstrom, a publié ces lettres et on sait qu'il en a détruit certaines, donc il a pu effectivement en garder, mais en les caviardant pour cacher un texte qui lui semblait compromettre l'honneur de sa famille. Mais il est fort probable que Fersen lui-même ait procédé pour un certain nombre de lettres à ce caviardage parce qu'il gardait les lettres sur lui. Et ces lettres pouvaient évidemment être interceptées s'il était arrêté. Fersen veut absolument revoir la reine. Il veut aussi lui proposer une nouvelle évasion des Tuileries.
La reine tempère son ardeur à venir. Elle lui dit à plusieurs reprises « Ce n'est pas le moment de venir, malgré tout le bonheur que j'aurai à vous voir. » Et puis finalement, au début de l'année 1792, Marie-Antoinette accepte que Fersen lui rende visite aux Tuileries. Fersen raconte avec précision sa visite aux Tuileries dans son journal qui est conservé aux archives royales de Stockholm. Le 13 février, très beau et doux. Parti à 9h30, arrivé sans accident à Paris à 5h30 du soir, sans qu'on nous dise rien. Aller chez elle. Passer par mon chemin ordinaire. Peur des gardes nationaux. Son logement à merveille, pas vu le roi. Et là, une tâche où certains ont voulu voir, rester là. Le journal reprend le mercredi 14 février. Très beau et doux, vu le roi à 6h du soir. Donc il ne note rien entre le mardi soir et le mercredi soir. Il y a eu beaucoup de spéculations de ce qu'ils ont fait ensemble. Ce qui est certain, puisqu'il écrit dans ses mémoires, c'est qu'il a proposé un projet d'évasion au roi et à la reine et qu'il a été une nouvelle fois refusé. Il y a peut-être eu une grande explication entre Fersen et Marie-Antoinette où ils se sont dit très certainement tout leur amour passionnel, mais qu'elle était la reine et qu'elle resterait la reine et donc elle resterait près du roi. Donc ça a dû être un moment passionné mais très cruel pour Fersen. Fersen tenait un registre de correspondance dans lequel il notait les lettres qu'il envoyait à chacun de ses correspondants. Marie-Antoinette y apparaissait sous le pseudonyme de Joséphine jusqu'en février 1792. Après cette journée du 14 février, le pseudonyme est abandonné. Les lettres sont adressées à la reine de France. Je pense qu'il s'agit là de précautions prises par le gentilhomme suédois parce que la situation politique devient de plus en plus tendue, que les lettres doivent être montrées à Louis XVI et que, de ce fait, ce sont des lettres qui ont un caractère officiel. On peut se demander aussi si Fersen et Marie-Antoinette avaient des intermédiaires tout à fait sûrs dans une période qui est une période particulièrement délicate. Pour la majorité des députés de la législative, il faut anéantir la contre-révolution à l'intérieur et déclarer la guerre aux puissances qui la soutiennent à l'extérieur. Un conflit armé forcera le roi à prendre parti pour ou contre la révolution. Pour Louis XVI, ce sera le test de vérité. Louis XVI et Marie-Antoinette n'attendent qu'une chose, c'est que la France perde la guerre qui est imminente, que la France soit envahie, que Paris soit pris et que ce soit les étrangers qui remettent le roi sur son trône et qui lui redonnent pleine et entière autorité, comme avant 1789. 19 avril 1792. Je suis horriblement espionnée dans ce moment. Peut-être même ne pourrai-je plus vous écrire. Les ministres et les Jacobins font déclarer au roi demain la guerre à la maison d'Autriche. Les ministres espèrent que cette démarche fera peur et qu'on négociera dans 3 semaines. Dieu veuille que cela ne soit point et qu'enfin on se venge de tous les outrages qu'on reçoit de ce pays-ci. 24 avril. J'ai reçu hier la nouvelle de la déclaration de guerre et j'en suis bien aise. C'est le meilleur et le seul parti à prendre pour décider enfin les puissances. L'impératrice de Russie a déclaré à Vienne son intention de se mêler des affaires de France d'une manière active et qu'elle voulait le rétablissement de la monarchie telle qu'elle était avant la Révolution. Le 20 avril, la France va déclarer la guerre au roi de Bohême et de Hongrie, donc à l'empereur François II, qui est le neveu de Marie-Antoinette. Une guerre qui va se passer extrêmement mal, qui se passe mal parce que l'armée française a perdu une grande partie de ses officiers qui sont partis en émigration, elle est désorganisée, elle est incapable de faire face à la guerre qui vient de commencer. Donc Louis XVI et Marie-Antoinette se frottent les mains et voient le moment de leur triomphe arriver, c'est-à-dire le moment où la France révolutionnaire va perdre et où
où eux vont retrouver leur influence. On subodore dans Paris qu'il y a quelque chose. Il y a des accusations contre la reine. On parle d'un comité autrichien qui se serait réuni aux Tuileries pour dévoiler le plan de campagne de l'armée française, et il va y avoir cette première émeute le 20 juin 1792. Le roi va être forcé de coiffer un bonnet phrygien et de boire à la santé de la nation par des Parisiens qui ont envahi le palais des Tuileries, qui ont défoncé les portes des appartements royaux à coups de hache. Hâtez, si vous pouvez, les secours qu'on nous promet pour notre délivrance. J'existe encore, mais la journée du 20 a été affreuse. Ce n'est plus à moi qu'on en veut le plus, c'est à la vie même de mon mari. Il ne s'en cache plus. Il a montré une fermeté et une force qui en a imposé pour le moment. Mais les dangers peuvent se reproduire à tout moment. Votre position m'inquiète sans cesse. Votre courage sera admiré, et la conduite ferme du roi fera un excellent effet. Il faudra continuer de même, et surtout tâcher de ne pas quitter Paris. C'est là le point capital. Alors il sera aisé de venir à vous. Et c'est là le projet du duc de Brunswick. Il fera précéder son entrée par un manifeste très fort, au nom des puissances coalisées, qui rendront la France entière, et Paris en particulier, responsable des personnes royales. Les jours du roi et de la reine sont dans le plus grand danger. Un délai d'un jour peut produire des malheurs incalculables. Il faut envoyer le manifeste sur le champ, on l'attend avec une extrême impatience. Il ralliera beaucoup de monde autour du roi et le mettra en sûreté. La troupe des assassins grossit sans cesse. On travaille au manifeste. J'en ai fait faire un par Monsieur de Limon. Il est fort bien et tel qu'on peut le désirer. On ne promet rien à personne, aucun parti n'est dégoûté, on ne s'engage à rien, et on rend Paris responsable de la sûreté du roi et sa famille. S'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté, le roi, la reine et la famille royale, les forces de l'empereur en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale. Et les révoltés coupables d'attentats au supplice qu'ils auront mérité. C'est un manifeste, un texte extrêmement violent qui n'a pas du tout l'effet escompté, puisque Fersen, en inspirant ce texte, espérait que justement les Français se soudraient autour du roi et de la reine parce qu'ils voudraient les protéger pour éviter cette subversion de la capitale. Au contraire, les Parisiens sont furieux, des milliers de Parisiens, de fédérés venus des départements vont se masser autour du palais et à l'aube, les Tuileries vont être attaquées. Le matin du 10 août, une foule armée se range en ordre de bataille aux abords du palais, réclamant la déchéance de Louis XVI. Dans un climat de panique, on conseille au roi et à la reine de se réfugier à l'Assemblée. Peu après leur arrivée, la bataille fait rage aux Tuileries. 3 jours plus tard, les députés livrent la famille royale à la commune insurrectionnelle de Paris, qui l'emprisonne dans le donjon du Temple. Ce même 10 août, Fersen écrivait une lettre que Marie-Antoinette ne reçut jamais. 10 août. Mon inquiétude pour vous est extrême. Je n'ai pas un moment de tranquillité. Je regrette bien que vous ne soyez pas sorti de Paris. Il n'y aura plus jamais d'échange entre Marie-Antoinette et l'homme qu'elle aimait. Fersen apprend l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793. Il se démène en vain pour tenter de sauver la reine, qui sera exécutée le 16 octobre. Il recevra un ultime message de la reine sur un morceau de carton. Mon cœur est tout à vous. Au lendemain de son exécution, il écrira à sa sœur: celle pour laquelle je vivais, car je n'ai jamais cessé de l'aimer. Celle que j'aimais tant, pour qui j'aurais donné 1000 vies. Elle ne vit plus. Ma douleur est à son comble. Je ne sais comment je vis encore. Je voudrais recueillir sur cette grande et infortunée princesse que j'aimerais toute ma vie les détails les plus minutieux. Tout d'elle m'est précieux. Oh, combien je me reproche mes torts envers elle et combien je sais à présent que je l'aimais.
Et il l'aimera toute sa vie. Il va l'aimer différemment. C'est-à-dire qu'il va la mettre sur un piédestal. Cette reine infortunée qu'il se reproche de ne pas avoir sauvée et de ne pas avoir assez aimé. Il ne se mariera jamais. 17 ans plus tard, à Stockholm, Fersen meurt lynché par la foule le jour des obsèques du prince héritier de Suède. Une folle rumeur l'accusait de l'avoir empoisonné. Il va mourir dans des conditions absolument atroces, sous des coups de sabre, sous des coups de pied, sous des coups de parapluie, et son cadavre nu est traîné par terre. On tue Fersen parce que c'est un suppôt du conservatisme, de l'absolutisme traditionnel. C'est une réponse, en quelque sorte, c'est un parallélisme atroce avec la mort de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Vous voyez, il est victime des fureurs populaires, lui aussi. Il sera innocenté par la Cour suprême de Suède et sa dépouille inhumée dans le caveau familial de l'église de Ljung. Celle que j'ai tant aimée, pour qui j'aurais donné 1000 vies, n'est plus. Elle ne vit plus. Ma douleur est à son comble. Et je ne sais comment je vis encore. Je vais finir non pas sans vous dire, mon cher et bien tendre ami, que je vous aime à la folie. Et que jamais, jamais je ne peux être un moment sans vous adorer.